Bonsoir aux fidèles qui nous rejoignent. Merci d'être toujours fidèles à notre commission. Bonsoir Samantha. Bonsoir Florence. Bonsoir Francisca, Yannick, Judith, Marie, Cyrielle, Idric, Katharine. Merci à vous. Donc, on va démarrer pour essayer de rester dans le timing, si vous en êtes d'accord. Et puis, on accueillera les participants au fur et à mesure de la soirée. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur un thème qui nous concerne tous. Je crois que tous les jours, le mot qui revient le plus, et c'est sûrement Olympe nous le confirmera, c'est le mot temps qui revient le plus dans notre vocabulaire. J'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps, j'ai pas de temps pour faire ce que j'aime, etc. Donc, la gestion du temps, c'est vraiment au cœur aujourd'hui de nos priorités. C'est pas seulement un sujet à la mode. Donc ça, c'est important et on le verra avec Olympe. Mais c'est vraiment bel et bien un réel levier à la fois de performance, de productivité, à la fois pour soi et pour son entreprise. Et ça, quelle que soit la fonction que nous exerçons, en fait, Olympe va aller dans le détail, mais quelle que soit la fonction que nous exerçons, cette problématique de temps, c'est vraiment au cœur de nos priorités aujourd'hui. Alors, je suis vraiment ravie de recevoir Olympe ce soir. Olympe, elle est consultante en pilotage d'activités de TPE et en développement de performance des TPE. Elle a un très joli parcours. Elle a été longtemps chez L'Oréal à Paris. Elle est arrivée en 2015 à La Réunion et depuis 3 ans, pendant 3 ans, elle a géré les opérations de start-up dans le secteur de la franchise et elle a occupé plusieurs fonctions, à la fois le pilotage du quotidien, le développement commercial, le marketing, les RH. Et puis, depuis 2019, Olympe accompagne des gérants de jeunes TPE dans le pilotage de leur activité et dans l'optimisation de leur gestion quotidienne. Je vais lui laisser la parole, mais avant de démarrer, et comme nous l'avons fait sur les dernières commissions, et je crois que c'était important pour vous, ce que je vous propose peut-être de nous mettre dans le chat ou même de couper vos micros et de prendre la parole, nous donner votre météo et peut-être vos attentes. Alors, en un mot assez court, parce que vous êtes très nombreux ce soir et j'en suis ravie pour Olympe, mais quelles sont vos attentes et avec quoi vous aimeriez repartir à l'issue de cette conférence ce soir? Alors, je vous laisse la parole et puis je passerai la parole à mon invité Olympe après. Donc, allez-y, on peut démarrer de façon un peu, voilà, chacun prend la parole et puis en quelques mots, la météo et quelles sont vos attentes pour cette soirée? Florence, je vois que tu n'as pas ton micro. Est-ce que tu veux bien démarrer? Non, je peux remettre le micro. Hein. Merci de ton aide, en tout cas, pour le démarrage. Merci. Merci de votre confiance, Delphine. En fait, je pense que la gestion du temps doit être l'intitulé le plus fréquent des formations que j'ai pu suivre au long de ma carrière professionnelle. Voilà. Je pense que c'est vraiment un sujet brûlant qui sera d'actualité encore pendant longtemps. Donc, moi, j'attends de cet échange une bonne piqûre de rappel, voire des découvertes, parce que je pense que le temps passant, il faut qu'on se remette un petit peu dans la problématique. Je pense qu'on a des outils aujourd'hui, je pense souvent aux mails qui font que tout arrive à toute allure et qu'on confond souvent l'urgent, l'important et ce qui arrive. Mais ce n'est pas parce qu'un mail arrive qu'on est obligé de répondre dans les 2 secondes qui suivent. Ça, je crois que c'est une problématique, en tout cas que moi, j'ai très, très fréquemment et qu'il est important de prendre un peu de recul, donc de s'autodiscipliner sur la gestion du temps. Et je ne doute pas que cette autodiscipline soit un moteur dans la performance, parce que comme on l'a déjà bien vu lors d'une récente conférence avec le MEDEF, un dirigeant qui se sent bien et qui n'est donc pas
overwhelmed, comme on dit en anglais, qui n'est pas coulé sous sa mission, aura le recul qu'il faut pour gérer ses affaires et son business quotidien en toute sérénité. Voilà, je pense que la gestion du temps, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour se sentir bien. Et se sentir bien, c'est être un chef d'entreprise ou en tout cas un cadre relativement à l'aise dans ses fonctions. Voilà. Merci beaucoup Florence de ta belle introduction et qui pose bien le sujet. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur sa météo et un petit mot court sur les attentes de la soirée? Alors allez-y, peut-être faites-moi un petit signe, levez la main et si on peut essayer d'enchaîner parce que vous êtes plus d'une vingtaine, donc il faut qu'on aille, qu'on passe vite sur cette introduction. Donc faites-moi un petit signe qui veut prendre la parole sur vos attentes. Pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. C'est de la découverte. C'est que de la découverte. Écoute, on peut y aller. Je vois personne prendre la main. Donc, merci à Florence pour cette introduction et cette météo. Si du coup, il n'y a pas si personne ne veut prendre la parole là, faites-moi un petit signe. On attend encore une petite minute. Et puis sinon, Olympe va démarrer. De toute façon, il y aura pas mal d'interactions, Olympe, je crois, dans ta conférence. Ouais, super. Donc voilà, donc ça vous laissera à tout moment l'occasion de rebondir sur ce que Olympe va nous présenter. Olympe, je te lance la main, je coupe mon micro et je te remercie vraiment de ta présence ce soir. Allez, à tout de suite et bonne conférence à vous toutes et à vous tous. Merci, bonsoir à tous. Écoutez, merci de votre présence en visio. Delphine, merci pour ton invitation. Donc Delphine m'a présenté, donc je ne reviens pas dessus. J'ai en effet préparé un support sur ce grand sujet qu'est la gestion du temps. Évidemment, comme le disait Florence, c'est un très gros sujet qui déborde sur plein d'autres sujets. Donc j'ai essayé d'avoir un contenu le plus généraliste et impactant à la fois, avec pas mal d'astuces, de rentrer vraiment dans le pratico-pratique parce que les sujets théoriques, c'est bien, mais ça ne fait pas trop avancer sur concrètement qu'est-ce qu'on fait demain et après-demain et la semaine prochaine. Donc, j'ai vraiment essayé de le faire au plus concret en rappelant quand même un peu le contexte et le pourquoi on en est là et pourquoi ce sujet finalement est si récurrent et comme le disait Delphine, dans la bouche de tout le monde en permanence, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Bref, on est tous quasiment, j'imagine, pareil. En effet, je vais essayer de créer de l'interaction. Après, c'est aussi évidemment vous qui allez finalement créer les interactions. Donc, je laisserai des temps si certaines personnes, notamment, veulent prendre la parole. Alors, plus pour témoigner, pour donner, peut-être pour partager des éléments. Ce que je conseille, par contre, c'est qu'on garde les questions pour la fin. Puisque potentiellement, je peux répondre à certaines questions plus tard dans le support, donc ça évitera de faire des doublons. Et voilà, écoutez, je vous propose de commencer. Je vais partager mon support. N'hésitez pas à me couper si besoin. Je partage mon support. Hop là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur la… C'est bon? Ok, super. Donc, en fait, je vais commencer juste par reprendre un peu les fondamentaux sur le sujet et ensuite, agrémenter de pas mal d'exemples, de pas mal d'astuces et après, plus des outils de pilotage parce que clairement, la gestion du temps, si c'est un tel sujet, c'est en général parce qu'on a du mal à piloter et à cadrer les choses. Et du coup, à force de se laisser finalement porter par le temps, c'est là qu'on constate que on est en retard, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, on n'a pas atteint nos objectifs, mais c'est trop tard. Et du coup, les outils de pilotage viennent vraiment finalement éviter ces constats. Moi, mes accompagnements, ils sont vraiment sur le pilotage. Évidemment, la gestion du temps est un sujet qui ressort dans 100% des cas puisque le fait de piloter va permettre justement une meilleure gestion du temps.
J'ai parsemé avec 4-5 proverbes, citations, phrases. Moi, j'aime assez bien les phrases un peu, pas choc, mais les phrases qui, en peu de mots, disent beaucoup de choses. Et j'ai choisi celle-ci en premier. Maîtriser la gestion du temps est un choix personnel. Vous êtes aux commandes de votre vie. J'aurais presque pu m'arrêter à la première partie de la phrase. Maîtriser la gestion du temps est un choix personnel. Tout à l'heure, Florence le disait, et on en parlera, c'est une question de discipline. J'ai pas de recette magique. J'ai pas tout ça, j'ai pas la lampe qu'on frotte. Juste, en effet, un vrai choix personnel et une vraie volonté de changer sa posture, de changer ses méthodes. Évidemment, avec des outils et des astuces, ça aide et ça permet d'avancer progressivement. Mais avant tout, en effet, c'est un choix. C'est un réel choix de se dire, j'ai envie de gérer les choses différemment, j'ai envie de vivre mes journées différemment, j'ai envie d'amener mon entreprise là où j'ai envie de l'amener, mais en prenant du plaisir. Parce que comme on le disait, le manque de gestion de temps amène beaucoup de stress, de malaise, de mal-être. Et c'est quand même vraiment le point qu'on n'a pas envie auquel on n'a pas envie de se confronter. Alors, gérer son temps, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à faire tout ce qu'on veut faire. Ça, c'est pareil. C'est un premier constat qu'il faut bien poser. Il n'y a pas de recette magique. On a tous beaucoup trop d'ambition, beaucoup trop d'envie. Le temps, c'est une ressource. Donc, concrètement, c'est une limite sur laquelle on n'a pas de contrôle. Donc, on peut avoir des milliers de choses à faire, même quand vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre gestion du temps et que vous aurez l'impression d'avoir repris le contrôle du sujet. Ça restera une limite. Le temps restera toujours une limite. Et en effet, il vaut mieux dépasser ce sentiment d'impuissance puisqu'on ne pourra jamais l'impacter en acceptant de fonctionner différemment. C'est-à-dire que c'est vraiment sur soi que repose justement ce sujet de la gestion du temps. C'est pas l'extérieur, c'est pas le contexte qui va évoluer. Tout ça n'évoluera pas. Quand on dit dans 2 mois ça ira mieux parce que ceci, cela. Oui, enfin concrètement 2 mois plus tard il se passe autre chose et ça va pas mieux. Donc c'est réellement une volonté de fonctionner différemment. Le fond, il est très bon. Le fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de rechercher de l'efficacité. Quand on gère une entreprise, le but, c'est de générer du résultat. L'efficacité, c'est quoi? C'est la capacité de produire un maximum de résultats. Et la version premium, c'est l'efficience, c'est-à-dire la même chose, mais avec le minimum d'efforts et le minimum de moyens. Le temps, finalement, le temps est une sorte de moyen. Donc, c'est sûr que quand on arrive à produire le maximum de résultats en utilisant le moins de temps possible, on arrive dans une réelle efficacité professionnelle. Et l'efficacité professionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement un levier de performance. Donc, tout ça, c'est pour ça que je disais, la gestion du temps, c'est un sujet extrêmement large et qui va impacter en fait plein de choses dans la vie de l'entreprise. Pourquoi on en vient à faire de ce sujet un sujet si récurrent? Tout simplement parce que le contexte dans lequel on évolue a évolué. Le contexte a changé, on perd beaucoup de temps en réunion, on se laisse interrompre en permanence, donc que ce soit parce qu'on est en open space, parce qu'on a laissé des notifications, parce que son téléphone sonne, parce qu'il y a un pop-up sur l'ordinateur, parce qu'on est inondé de messages, pour plein de choses. Et en fait, finalement, le contexte ne nous aide pas, si tant est qu'on n'ait pas décidé de faire changer certaines choses. Et nos objectifs sont parfois un peu irréalistes. Alors, j'ai pris l'exemple de la valise que je trouve assez finalement pertinent. Donc ça, c'est une valise vide et ça, c'est ce qu'on aimerait mettre dans la valise. Et vous avez compris, l'idée, c'est que le temps, la journée fera toujours 24 heures, la semaine fera toujours 7 jours. Après, il y a 2 options. Soit on essaye de blinder, on s'assoit sur la valise à 3, on saute, on ferme la fermeture à 4 et on croise les doigts pour que ça tienne. Soit à un moment donné, on fait des choix. Et en effet, le choix, c'est qu'est-ce qu'on décide de mettre dans la valise. C'est réellement là que commence la discipline, hein, parce qu'on a toujours envie de tout mettre, tout est important, tout est prioritaire, mais je vais à la plage, et puis je vais à la montagne, et puis je vais machin, et il me faut tout ça. Oui, mais à un moment donné, de toute façon, quand vous allez vous présenter à l'enregistrement, on va vous prendre qu'une seule valise. Donc, il y a bien des choix à faire. C'est exactement la même chose dans le quotidien de l'entreprise, c'est que tout ne passera pas dans la journée ou dans la semaine. Partons de ce principe. Si tout rentre, parfait, ce sera que de l'optimisation. Mais en général, on commence à l'étape d'avance, c'est-à-dire que tout ne rentre pas. Et donc là, on va décider sur des éléments concrets de qu'est-ce qu'on va décider de faire ou de ne pas faire et pourquoi. C'est-à-dire, on ne fait pas un tri aléatoire en fermant les yeux. Réellement, on décide de ce qu'on veut mettre dans la valise. Donc, ça peut être en fonction de ses priorités. Donc, quelles tâches je veux faire en priorité et pourquoi.
en fonction de la taille, en fonction de l'importance, en fonction des impacts potentiels, en fonction de plein de choses qu'il faudra savoir définir. Mais tout ça pour dire qu'il va falloir faire des choix. Et donc, celle-ci, elle était un peu facile et toute trouvée. Choisir, c'est renoncer. Et donc, en effet, à un moment donné, il y a cette situation de devoir renoncer. Alors, parfois, c'est renoncer à faire la tâche. Parfois, c'est renoncer à la faire à la perfection. Ça peut être différents types de manières de renoncer. Mais de toute façon, je crois, et si vous avez des astuces pour ne pas le faire, je serais ravie de les avoir, mais je crois que c'est obligatoire. À un moment donné, il va falloir en effet faire des choix et donc renoncer. Florence l'a dit très vite, le mot discipline, et je pense qu'il résume hyper bien ce sujet, c'est une histoire de discipline. Honnêtement, il y a plein d'astuces et vous n'avez pas besoin de cette conférence pour les trouver. Il suffit de cliquer sur Internet, gestion du temps, et vous avez une tonne de vidéos, d'articles, de tutos, de plein de choses pour optimiser la gestion du temps. Les outils, ils existent, les méthodes, elles existent, et si on a envie de les trouver, on les trouve très facilement. Le vrai sujet, en fait, c'est la discipline. Alors, ce n'est pas un sujet que j'aime, mais c'est comme le régime. On trouve tout plein de régimes, des livres, des bouquins, des machins, des trucs sur Internet. Mais en fait, le vrai sujet dans ce genre de contexte, c'est la discipline. Et du coup, il y a deux éléments à bien avoir en compte. Il n'y a rien de soudain. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a décidé, qui est la première étape, qu'on a envie de changer. Et ce n'est pas parce qu'on va commencer à mettre en place des petites choses que d'un coup, on va réussir à être totalement parfait. Évidemment, non. Évidemment, non. Il y a des périodes aussi où on arrive à faire les choses bien et parfois, entre la fatigue, plein d'éléments, on sent qu'en fait, on perd un peu pied et on s'éloigne de ses objectifs. Et d'accepter les moments de faiblesse parce qu'en effet, l'idée, c'est toujours de se redire, OK, bon, là, j'ai fait n'importe quoi, ma to-do, je ne l'ai pas du tout mise à jour. OK, bon, je reprendrai bien lundi. Évidemment, il faut être un peu tolérant et bienveillant envers soi. On n'est pas toujours au top et à même de faire les choses à la perfection. Malgré tout, la discipline restera la base de la réussite sur ce changement de posture vis-à-vis de la gestion du temps. C'est aussi un sujet d'objectif, et ça, je le vois quasiment toujours dans mes accompagnements, c'est que régulièrement, enfin non, souvent, moi, avec mes clients, en fait, on ne sait pas où on va. Et donc, comme on ne sait pas où on va, clairement, on ne sait pas ce qu'on a besoin de mettre dans sa valise. C'est-à-dire que si je ne sais pas la destination, je ne sais pas si je dois mettre des vêtements d'été, des vêtements d'hiver, un peu des deux, ou plus d'été que d'hiver. Et pour la vie de l'entreprise, c'est la même chose. Si je ne sais pas quels sont mes objectifs clairs, un objectif de chiffre d'affaires, un objectif de développement de clients, un objectif de je ne sais pas, ça peut être vraiment plein de choses. Finalement, comment savoir quelles vont être les tâches prioritaires et les tâches qui vont m'amener vers l'atteinte de cet objectif? Parmi tout un lot de tâches, dont certaines, finalement, ne vont pas particulièrement m'amener vers mon objectif, mais vont m'amener vers, sûrement des choses, mais pas mon objectif. Et du coup, les tâches prioritaires, en effet, on sait les définir quand on sait clairement quel objectif on veut atteindre, dans quel timing, et idéalement, du coup, quand on sait ce qu'on veut atteindre et dans quel timing, on fait ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire quelles sont les étapes par lesquelles je vais devoir passer pour atteindre mes objectifs. Et du coup, la gestion du temps, c'est là où je parlais de pilotage. La gestion du temps, il y a le fait de gagner du temps, mais il y a le fait surtout de gagner de la sérénité. C'est-à-dire que quand on sait où on va et qu'on sait pourquoi on y va et qu'on sait quelles sont les étapes par lesquelles on va devoir passer, forcément que c'est beaucoup plus rassurant en fait en tant que chef d'entreprise. Et le fait d'être rassuré permet aussi d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et quand on a les idées beaucoup plus claires, on prend des décisions d'une bien meilleure façon. Donc, avoir des objectifs, c'est vraiment… Et des objectifs, alors je ne rentre pas dans le détail, c'est un sujet à part entière, mais des vrais objectifs. Pas développer ma notoriété, qui est un objectif, malheureusement, qui ne peut pas dire grand-chose. Ou développer mon chiffre d'affaires. C'est quoi? C'est x2, c'est x4, c'est plus 20%, c'est quoi? Enfin, voilà, des vrais objectifs. Ça, c'est un vrai travail qu'il faut mener. Parce que sans ça, en effet, c'est difficile de savoir quoi mettre dans sa valise. Et je pense que vraiment, l'exemple peut vous aider au quotidien à vous rappeler ça. L'autre point, et c'est probablement le plus difficile, en tout cas moi, de ce que je constate, c'est que pour gagner du temps, il faut en prendre. Sauf qu'en général, quand on arrive dans cette situation, c'est qu'on n'en a déjà pas assez. Et que la première chose qu'on vous dit, ou la deuxième chose, c'est qu'il va falloir prendre du temps pour en gagner. Donc là, on est vraiment dans le choix
Parce que prendre du temps quand on n'en a pas, là, il faut vraiment se doter de courage et se dire, OK, je vais trancher. Pourquoi? Parce que c'est une logique d'investissement. C'est-à-dire que plus on va réfléchir à la manière dont les choses se passent, plus on va être à même justement de mettre en place les bons outils, de prendre du temps pour se former ou de prendre du temps pour faire ça tout doux, de prendre du temps pour faire des choses. Et c'est toutes ces choses-là qui vont permettre de gagner du temps à la fin. Mais en effet, j'ai jamais vu quelqu'un me dire moi j'ai tout réorganisé, tout va bien, sans avoir pris du temps de mettre en place des outils, de mettre en place des méthodes, de mettre en place des choses en fait. Et avant de les mettre en place, encore faut-il les avoir réfléchis et du coup d'avoir identifié les leviers. On en parlera sûrement après, mais chacun va se reconnaître sur certains aspects et ce sera probablement des aspects très différents. Donc, en plus, chacun doit faire un peu son autodiagnostic en se disant, moi, sur quoi finalement je dois travailler, alors que quelqu'un d'autre, ça sera sur des sujets très différents. Donc, ça part d'un constat, d'un espèce de diagnostic qui va mener à, OK, quels sont les leviers et du coup, comment j'arrive à changer et dans quel ordre de priorité, toujours. Il va falloir être patient. Parce qu'en effet, les gains de productivité, ça va arriver tout doucement, dans le temps, et c'est vraiment le cumul de ce qui va se passer qui va mener à des résultats. C'est exactement comme le régime. Hein. La plupart des régimes qui n'aboutissent pas, c'est parce qu'on ne perd pas assez vite tout de suite. Et malheureusement, pourtant, c'est probablement ce qui est le mieux. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que des petits changements peuvent avoir des gros impacts, mais peuvent aussi avoir de petits impacts. Mais plein de petits impacts cumulés peuvent réellement, à la fin, créer un changement. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le gain de temps pur. Et après, il y a la manière dont vous allez vivre les choses. L'espèce de, vraiment, quand je dis sérénité, moi, je l'ai constaté dans mes accompagnements, le côté, ça y est, j'ai les choses sous contrôle, je sais ce qui va arriver le mois prochain, je sais ce qui va arriver dans 3 mois. Donc, il n'y a plus ce stress permanent de ne pas savoir où on va, de prendre les sujets, les premiers qui viennent, et en fait, d'être dans une espèce de nébuleuse de laquelle on n'arrive plus à sortir. En tout cas, la patience, en plus de la discipline, sera de mise pour mener à bien ce changement. Les leviers. Alors ça, je me suis inspirée d'un livre qui s'appelle La 25e heure. Je l'ai mis à la fin de la présentation, donc vous pouvez le retrouver. Alors des bouquins sur la gestion du temps, il y en a des tonnes. Celui-là, moi, je l'ai bien aimé parce qu'il est petit, il est court, il est efficace. Donc forcément, quand on est sensible au sujet de la gestion du temps, c'est le genre de bouquin qu'on aime beaucoup, ça va droit au but. On ne fait pas du blablatage et du remplissage, c'est très clair. Et il y a notamment ça que j'ai repris du bouquin que j'ai trouvé assez pertinent dans la manière de découper justement comment on peut gagner du temps. Et en fait, ce qui est expliqué dans le livre, c'est que le travail accompli, c'est la combinaison de 3 paramètres. C'est le temps passé, l'intensité de la concentration et la rapidité d'exécution. Et donc, tout ça mélangé va amener à la création d'un volume de travail, d'un travail accompli. Et donc, évidemment, chaque paramètre, pour être optimisé, va demander un certain type d'action. Donc, le temps passé, là où vous allez pouvoir optimiser le temps passé, c'est sur l'organisation. C'est vraiment le sujet que je vais aborder majoritairement d'ailleurs, parce que pour moi, c'est la base, c'est le socle, c'est la priorité. Ensuite, il y a l'intensité de concentration, donc comment faire en sorte pour rester concentré, et la rapidité d'exécution. C'est-à-dire comment ce que je fais en 10 minutes, je peux le faire en peut-être 8, peut-être 6, peut-être 4. Et encore une fois, mis bout à bout, je vais gagner beaucoup plus de temps. Est-ce que déjà, à ce niveau-là, avant de rentrer dans ce détail, quelqu'un souhaite prendre la parole, intervenir sur quelque chose, témoigner, partager? Merci Olympe, c'est déjà super. Ça donne envie d'aller plus loin. Ah, alors je peux continuer sinon et on parlera à la fin. Est-ce que tu peux continuer? Ça marche, on déroule. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par s'organiser. Ça va vraiment être l'essentiel. Après, c'est le choix que j'ai fait. Peut-être que vous allez identifier que vous, sur la partie organisation, c'est plutôt bien. Par contre, c'est vraiment sur la concentration et l'accélération sur lesquels vous avez identifié vos besoins. Donc, après, ce sera évidemment à creuser. Sur la partie organisation, donc là, ça va être pas mal de petites astuces, des petites choses qui peuvent faire la différence. Et la première, c'est la to-do list.
La to-do, j'ai carrément mis abuser parce que je pense qu'il faut en abuser de cette to-do. Après, chacun trouvera les outils qui lui correspondent. Encore une fois, c'est ma vision et mes constats. Si vous avez d'autres méthodes qui vous vont, ne changez absolument rien. Mais si vous avez des méthodes et que vous n'atteignez pas vos résultats, peut-être que c'est le moment de se dire qu'il y a des choses à adapter ou à repenser. Il faut savoir que le cerveau n'a pas une capacité illimitée, malheureusement, malgré tout ce qu'on essaye de faire pour l'amener le plus loin possible. Et qu'en fait, cette to-do, c'est vraiment l'occasion de décharger son cerveau. Et c'est ce que je dis souvent, moi, dans mes accompagnements, au-delà de la gestion du temps, mais sur les outils. Tout ce qui peut être sorti du cerveau doit être sorti du cerveau. On a suffisamment de choses à penser, réfléchir, analyser que seul le cerveau peut faire pour le libérer du reste. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de mémoriser des choses, d'essayer d'avoir en tête toutes les étapes pour faire la saisie d'une facture. Autant l'écrire dans un process et poser son cerveau au moment où on doit faire une saisie de facture et juste dérouler le process. C'est aussi des moments de pause active, j'ai envie de dire, qui sont encore des petts leviers d'optimisation. Alors, la to-do, tout le monde connaît. Non, d'ailleurs, j'avais une cliente qui ne connaissait pas. Beaucoup de gens connaissent, mais elle est très souvent sous-exploitée ou en tout cas pas très bien utilisée. Pour qu'elle soit efficace, en fait, cette to-do, elle doit vraiment devenir une obsession de tout noter dessus. En fait, ce qui se passe en général, c'est qu'on a une to-do, mais on a un peu de post-it. On prend un peu des notes quand on est au téléphone, comme ça, en prenant le papier qui nous passe sous la main. On garde les mails dans la boîte mail. On raccroche le téléphone, on n'écrit rien du tout parce qu'on se dit qu'on va s'en souvenir, parce que là, les idées sont claires, sont fraîches, on vient juste de raccrocher, sauf que le lendemain, après avoir eu 14 autres appels téléphoniques et traité 20 mails, en fait, on ne se souvient plus. Et c'est là, en fait, que tous les impacts commencent et tout le stress commence. Et c'est vraiment là où la gestion du temps, c'est aussi un sujet de sérénité. C'est que le fait de l'écrire, c'est sous contrôle, c'est noté. Vous avez le droit d'oublier, parce que de toute façon, c'est noté. Donc, vous avez le droit d'oublier, voire même je vous conseille d'oublier, parce que finalement, sinon, la to-do n'aurait plus vraiment de raison d'être. En tout cas, l'idée, c'est de tout noter. Le vrai souci, en général, c'est qu'on ne note pas tout dessus. On note un peu, et puis après, on ne l'a pas sous la main, et puis on n'a pas son cahier, et puis on le met sur son Trello, et ça part un peu dans tous les sens. Quand je parle de to-do, ça peut être un cahier, ça peut être un Trello, enfin un outil type Trello ou Monday. En fait, j'ai presque envie de dire, peu importe, vous prenez l'outil que vous voulez, mais par contre, il faut vraiment le choisir et le garder et le maintenir, le faire durer. Ne pas hésiter à revoir le format s'il n'est pas tout à fait adapté. Enfin, voilà, si c'est un outil du quotidien, je vous conseille de trouver un outil qui vous correspond, que vous avez plaisir à ouvrir, que vous avez plaisir à regarder. Parce que si vous n'avez pas plaisir à regarder votre to-do, vous allez vraiment passer des journées très compliquées. Donc voilà, donc la to-do est hyper important. Et c'est après que j'aborde un petit détail de plus sur la to-do. Ensuite, prioriser. Votre to-do, elle peut faire 10 lignes, 20 lignes, 40 lignes, 60. Ça va être un petit peu dur, mais c'est possible. Il va évidemment falloir prioriser. Il va falloir choisir ce que vous voulez mettre dans votre valise. Allez, il y aura peut-être le bagage à main en complément, mais vraiment, on ne va pas compter dessus parce que ça sera du bonus. Prioriser, c'est notre fameuse loi de Pareto. Celle-ci, autant il y a pas mal de choses basiques sur la gestion du temps que je n'ai pas prises parce que, en fait, je pense que ça commence moi aussi à me fatiguer. Mais la loi de Pareto, elle a tout son sens sur ce sujet. C'est les fameux 20-80. C'est les fameux 20% des actions qui vont générer, en l'occurrence, 80% des résultats. Ça reste une loi, c'est peut-être 30-70 ou même 40-60. Dans tous les cas, il y a un sujet. Parce que si 20% des actions font 80% des résultats, ça vaut vraiment, vraiment le coup de s'arrêter sur sa to-do et de choisir ces sujets qui font partie des 20% et qui vont générer les 80%. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre du temps pour en gagner. Si on va trop vite dans sa to-do, on va prendre, je vais le dire après, la tâche la plus rapide ou la plus facile. Et c'est à l'opposé, en fait, de ce qu'on doit faire. La tâche par laquelle on commence ou qu'on priorise, ce n'est pas la plus facile ou la plus rapide, c'est celle qui va nous amener le plus vers l'atteinte de nos objectifs. C'est celle qui va créer le plus de valeur. Et en général, en fait, on perd un temps fou sur les 80% des actions parce que finalement, c'est 8 tâches sur 10 de la to-do, mais qui vont générer quasiment rien. Et donc, à la fin de la semaine, on est épuisé, on a fait une énorme semaine, des énormes journées, et on n'est pas satisfait. Parce qu'en fait, on sent bien, je pense, au fond,
qu'on n'est pas en train d'atteindre des résultats et qu'on n'a pas eu ce qu'on cherchait. Alors oui, on a travaillé, il n'y a pas de problème, on a travaillé des heures et des heures, mais on ne s'est pas approché comme on aurait voulu de l'atteinte de l'objectif. Et donc, c'est ce que je disais juste avant, les tendances, les dérives, c'est qu'on a tendance à faire ce qui nous plaît avant ce qui nous déplaît. Forcément, quand on aime faire un truc, on a envie de sauter dessus et de se dire, ah bah, d'abord, je vais faire telle tâche parce que j'adore. Ouais, mais ce n'est pas forcément la priorité et ce n'est pas ce qui va vous amener au plus proche de votre objectif. Ce qui va vite avance, ce qui prend du temps, forcément. Alors, on en parlera un petit peu après parce que ça, c'est un gros sujet pour moi, justement, pour l'atteinte des objectifs. Ce qui va vite, en général, ne crée pas énormément de valeur ajoutée. Par contre, prendre le temps d'écrire sa feuille de route, de définir son prévisionnel de l'année, de définir son plan de prospection ou de lister tous les process qu'il faudrait écrire, ça prend du temps. Ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration. Et en général, on se dit, ah ben j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de prendre 2 heures. Ouais, j'ai pas le temps de prendre 2 heures. Sauf que ces 2 heures auraient été bien plus efficaces en termes de résultats que les 2 heures de 10 tâches cumulées qu'on va choisir de faire parce que ça va vite ou parce que ça nous plaît. Et c'est là où on revient vraiment sur le choix et la discipline. C'est avant même de se lancer sur une tâche, il faut vraiment avoir le réflexe de dire stop, 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 stop. Est-ce que je vais me lancer dans la bonne tâche? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Juste après, je vous montre un petit exemple, enfin un petit outil, enfin une méthode de comment on peut le faire. Et la troisième tendance, c'est faire ce qui est facile avant ce qui est difficile. Alors ça, c'est parfaitement logique. Quelque chose de difficile, en général, c'est quelque chose qu'on ne se sent pas capable de faire. Alors soit c'est difficile, mais on sait le faire, soit c'est difficile et on a identifié qu'on n'était pas sûr, qu'on était capable de le faire. Donc là, honnêtement, à part être accompagné ou faire une formation ou déléguer, sous-traiter, j'ai presque envie de dire, de se confronter au sujet alors qu'on a identifié qu'on ne saurait pas le faire, vous allez finalement perdre du temps, potentiellement être démoralisé à la fin parce qu'au bout de 2 heures, la tâche, vous ne savez pas la traiter, vous avez eu envie de l'aborder, mais en fait, vous n'avez pas réussi à produire ce que vous vouliez. Donc, quand on sent un truc difficile et sur lequel on ne se sent pas complètement capable et autonome, vraiment, moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de trouver un moyen de le sous-traiter ou de le déléguer ou de se faire former. Du coup, l'idée, évidemment, c'est de faire d'abord ce qui contribue le plus à la réalisation de l'objectif, ce qui crée le plus de valeur et ce qui permettra d'éviter des futurs problèmes. Alors oui, parfois, on ne crée pas de la valeur, mais on évite d'avoir des soucis à régler et donc, finalement, de perdre par ailleurs de la valeur sur d'autres sujets. Petite citation qui permet de faire une petite pause. Ne pas confondre être en mouvement et avancer. Celle-ci, elle est un peu dure. Celle-ci, elle est un peu dure, mais je crois que si vous êtes là et si on se pose tous ces questions et si on a envie de changer et si on est dans une démarche d'être prêt à changer de posture, il faut vraiment se poser cette question. Est-ce que je suis en train d'avancer? Et finalement, je me donne un peu bonne conscience. Est-ce que je suis en mouvement, et donc je me donne bonne conscience? Ou est-ce que je suis véritablement en train d'avancer? Sous-entendu, d'avancer vers l'atteinte de mon objectif. C'est hyper dur de s'avouer qu'en fait, on remplit, on est en mouvement, on a fait des journées de dingue, on est fatigué, on court partout, mais peut-être qu'on n'a pas réellement avancé. Et c'est vraiment pas simple, hein. Je vous avoue que c'est pas simple, mais de s'en rendre compte et de tout de suite switcher vers une autre posture en disant « Ok, j'arrête mes bêtises, j'arrête justement en général. » Alors, c'est là où moi, de ce que je constate, c'est vrai que d'être accompagné, ça aide parce que du coup, il faut revoir toute cette manière en fait de gérer son temps, de gérer sa journée, de gérer ses tâches. Et c'est pas simple quand on a pris des habitudes. En plus, c'est pas simple du jour au lendemain de dire ouais bon ok mais en fait je sais faire, demain je change. Mais si c'est le cas, fantastique. En tout cas, c'est une vraie question. Et de faire des petits arrêts sur image de temps en temps en se disant ok est-ce que je suis en mouvement ou est-ce que je suis réellement en train d'avancer? Je pense que c'est intéressant. Quelqu'un a envie de rebondir sur cette phrase parce qu'elle est quand même assez forte, je trouve. Allez-y, Florence. Il faut activer votre micro. Parfait. C'est un petit souvenir rigolo qui date du monde merveilleux de la grande distribution. On disait que ceux qu'on voyait le plus souvent marcher dans les couloirs avec des grosses piles de dossiers sous les bras, c'est ceux qui ne foutaient rien, ou pas grand-chose. Voilà. C'est l'idée qu'il faut donner, qu'on brasse de l'air, que oui, effectivement, on est dans un bureau, on va dans l'autre.
Bon, c'est un peu schématique, j'entends bien, mais il y a quand même un petit peu de ça. Je m'agite beaucoup, mais quoi, pour vous, quoi finalement? Ouais. Merci Alors, c'est vrai Florence. que Moi, j'allais dire la même chose aussi quand j'étais au groupe Marie-Claire, groupe de presse à Paris pendant 12 ans. Alors ça, on est spécialiste. Bah, toi, Olympe, tu dois connaître aussi dans les gros groupes type L'Oréal, etc. Les réunionites, on s'active dans tous les sens. On fait 14 heures de job pour montrer qu'on est là. Et en fait, rien n'avance. Et moi, je me souviens, il y a 20 ans, avoir dit à ma présidente, mais il y a un moment, à quel moment je travaille en fait? Parce que je suis soit en réunion, soit je dois piloter des choses, mais en fait, je ne peux pas travailler. Donc, je me souviens lui avoir dit ça à Madame Prouveau, qui nous a quittés il y a 2 ans, mais cette question-là, et j'avais 20 ans de moins, j'avais 30 ans, 35 ans, et j'avais dit, mais à quel moment en fait je peux travailler? Francisca veut dire aussi quelque chose, et Judith aussi. Oui, moi j'avais trouvé ça très intéressant parce qu'il y a une vraie différence culturelle entre le respect de fin d'horaire et les bureaux ou les heures dures. Donc en France et aussi à La Réunion, moi aussi je travaillais très tard dans le temps où j'étais employée. Et effectivement, ça faisait partie d'être présent. Et si tu n'étais pas au bureau tard, effectivement, moi j'avais l'impression qu'il fallait brasser l'air. Or que dans les entreprises allemandes, entre autres, si vous ne partez pas à 5 heures et vous êtes encore là, c'est un signe que vous n'êtes pas efficace. Et en Angleterre, j'ai vécu ça aussi. Donc, c'est vraiment, moi, j'aurais bien voulu avoir un peu l'avis d'Olympe sur cette différence culturelle de rapport par rapport au temps, ou de temps efficace, ou effectivement, un sentiment de ma part qu'en France, on aime beaucoup donner cette impression d'être très présent dans le temps, et que c'est parfois plus valorisé, être efficace dans le temps. Clairement. C'est un vrai constat et je pense qu'on l'a tous constaté dans une de nos expériences. Après, à part avoir la chance de tomber justement dans des entreprises qui voient les choses différemment, ça évolue quand même, j'ai l'impression, moi, sur ce sujet, et qui soutiennent justement le équilibre temps pro-perso parce qu'ils ont identifié qu'en fait, ça ne sert à rien de rester pour rester ou pour montrer qu'on est hyper appliqué et judicieux et qu'en fait, le vrai sujet, c'est les résultats. Et si on remet les résultats au cœur de nos missions, de nos postes, qu'on soit salarié ou autre, en fait, ça lève vachement de sujets sur le temps passé en entreprise, le temps passé dans le bureau, et en fait, tous ces trucs qui finalement sont complètement farfelus parce que le vrai sujet, ce sont les résultats. Et d'ailleurs, j'anticipe juste avant de donner la période, ça c'est le 2e livre, La semaine de 4 heures, que j'ai lu et qui parle de ça. Et comme c'est culturel, on a ce besoin aussi de travailler beaucoup parce que ça nous donne bonne conscience. Et que le jour où on fait 2 demi-journées d'affilée de travail, on a l'impression qu'on est un imposteur parce qu'on a réussi à faire en 2 demi-journées finalement ce qu'il y avait à faire pour atteindre nos objectifs. Et c'est un vrai travail en fait de se dire, non, là je finis à 16 heures et tout va bien. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'il y a cette espèce de pression aussi sur le sujet. Donc, c'est très intéressant. Il y a Judith, et puis Judith d'abord, et puis Yannick après. Oui. Judith, si jamais vous avez votre vidéo, parce qu'on ne vous voit pas. Ah, oui, je vais la mettre. Merci. Alors, en fait, moi, je voulais revenir sur les to-do. J'avais une petite question. Je me demandais si c'était judicieux ou pas, du coup, de timer sa to-do dans la journée, se dire, telle tâche, il faut que ça dure tant de temps dans la journée pour être efficace. Ou parce que moi, du coup, je suis consultante, je suis community manager, donc je travaille sur les stratégies social media. Et j'ai eu une très mauvaise habitude de faire des to-do toujours beaucoup trop chargés. Et du coup, je me demande si finalement, pour être efficace, est-ce qu'il ne faut pas se dire, alors ça, il faut que ça me prenne tant de temps, etc. Alors, la réponse est bien sûr oui, il faut timer et c'est les petites slides d'après. En effet, j'y réponds juste après. Merci Judith, merci beaucoup. Yannick, je crois que vous voulez rebondir aussi, si vous pouvez mettre votre... Merci Yannick. Ouais. En fait, je voulais parler du livre de la semaine de 4 heures, donc, qui est super. Non, juste peut-être un éclairage sur
Quand on dit le temps, c'est de l'argent, aujourd'hui, le rapport à l'entreprise et au travail, il est effectivement mesuré en temps, puisqu'il est même rémunéré en temps, les fameuses 151 heures 60 et quelques. Là. Et c'est ce qui fait qu'on tombe dans des pièges du type de ceux qui ont été évoqués, là, le présentéisme à la française, où on justifie de son salaire par la quantité d'heures qu'on réalise. Et ça, c'est culturel et ça va être générationnel. Je pense que c'est de passer de ce stade-là au stade de la performance et du résultat, dans les contextes où ça peut s'appliquer, évidemment, puisque comme le télétravail, hein, ça ne peut pas concerner tous les types d'activités et toutes les entreprises, mais je pense que culturellement, tant qu'on aura toujours ce rapport au travail avec la rémunération et l'horaire, on aura toujours ce piège, je pense, et ces dérives. Ouais, et encore, moi, j'ai bon espoir avec les futures générations parce qu'ils ont un mode de fonctionnement très, très différent, avec une vision très différente et un rapport au travail qui n'est vraiment pas le même. Et je pense que ça secoue un peu et que, alors voilà, je ne sais pas comment ça va se passer et autres, mais bon, on va rester positif, ça va évoluer en effet. Alors, si je peux prendre la parole, effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Yannick, et ce que tu disais, Olympe, effectivement, aujourd'hui, on passe de plus en plus à une réflexion sur, au niveau des salariés, à une réflexion sur de la rémunération au projet et de l'intéressement au projet. Et d'ailleurs, même le gouvernement, on le voit bien, quand il a fait évoluer la loi sur notamment l'accord d'intéressement, on est passé sur un accord d'intéressement. Il y a maintenant la possibilité de rémunérer les salariés. Alors là, je parle pour les salariés. Hein. Je ne parle pas pour les consultants où on est souvent sur du projet. Et même si on a besoin de savoir en taux horaire combien ça va coûter, finalement, on est plus au projet sur la facturation qu'en termes de temps vraiment. Mais là, je parle vraiment au niveau des salariés. Moi, sur ce que j'ai vu au niveau des lois, et au niveau des lois qui ont fait évoluer le code du travail, on est passé sur l'accord d'intéressement maintenant avec des possibilités, à partir du moment où on a un accord d'intéressement, d'avoir un intéressement au projet qui va être réalisé sur le temps, pas sur le temps que va passer, mais sur le projet qui va être réalisé en termes d'objectifs et de résultats par un groupe de salariés. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'avant, ça n'existait pas. À part les primes sur objectifs, il n'y avait aucune possibilité d'intégrer finalement dans la rémunération et d'impliquer les salariés sur un projet autre que les primes sur objectif. Et finalement, ce n'était pas forcément le but. Et avec ces accords-là, on voit bien que le gouvernement a bien pris conscience qu'il y avait quand même une évolution. Et aujourd'hui, dans le dialogue social, c'est vraiment un sujet, quoi. Ce présentiel versus projet, en fait. Oui, tout à fait. Et ça fait évoluer. Et en effet, très bon, enfin, tout à fait. Très intéressant. Et peut-être juste pour rebondir sur la phrase qui est affichée, moi, ma phrase du moment, c'est pas confondre agilité et agitation. Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on court dans tous les sens qu'on est agile, au contraire. Ça peut parfois donner l'impression d'une dispersion de l'effort. Et l'agilité, c'est tout sauf ça, justement. C'est ce qui a été dit juste avant, traité par priorité, sur des cycles courts, avec des to-do, etc. Voilà. C'est quoi les deux mots? Je n'ai pas bien entendu. Ne pas confondre agilité et agitation. Ah oui, très bien. J'aime beaucoup. Ouais. Je valide. Merci à vous pour ces retours. C'est sympa de pouvoir partager. Merci Olympe. Ouais. J'ai une petite remarque. J'ai une petite remarque, pardon. Je dirais que tout ce qui a été dit, c'est très bien, mais ça ne prend pas en compte quand on a des contraintes qui font qu'on ne maîtrise pas son propre temps. Exemple, quand on travaille dans une entreprise qui fait partie d'un groupe avec un décalage horaire de 2 à 3 heures, qui fait que j'adorerais terminer mes journées, et encore, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais à 16 heures, mais quand il est 16 heures ici, il est 13 heures ou 14 heures à Paris. Et si je prends l'exemple juste de ma journée de demain, ma dernière réunion, elle est entre 19h et 20h heure réunion, ce qui est un horaire convenable pour Paris, mais donc la profusion des réunions est un problème qui s'est empiré avec la situation sanitaire, etc., etc.
Mais en plus, quand on rajoute le décalage horaire, et je ne vous parle même pas des embouteillages, vous devez connaître ça mieux que moi, mais ça fait des journées qui commencent à 7 heures du matin au bureau et pour une journée comme celle que j'ai demain, je serai rentrée chez moi à 21 heures. Oui. Et là, je n'ai pas l'impression d'avoir une maîtrise, quelle qu'elle soit, de mon temps, honnêtement. À moins de vouloir passer 2 heures dans les embouteillages et de partir à 8 heures du matin, mais ce qui ne va pas être le cas. Mais voilà, c'est juste, il y a une donnée contrainte quand même qui fait que entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde. Bah, disons que là, ouais, c'est une contrainte forte. C'est une contrainte contextuelle. Enfin, voilà, c'est sûr que mettre en place sa to-do, ça ne va pas impacter le fait que la réunion est à 19h. Ça, c'est certain. C'est là où, en effet, il faut trouver pour chacun et pour chacune des situations qu'est-ce qui peut être fait. Après, c'est aussi la politique de l'entreprise et ça, malheureusement, il n'y a que les dirigeants qui ont la main là-dessus sur des consignes, des règles. Ça existe, des entreprises où il n'y a pas de réunion après telle heure. Alors après, moi, je sais qu'à l'époque, on travaillait avec la métropole et le Portugal et toutes les réunions, du coup, se faisaient en début d'après-midi. Maintenant, en effet, c'est pas votre propre gestion, c'est soit dans quelle mesure vous pouvez avoir un impact sur ça ou pas, et derrière, quelle organisation personnelle vous trouvez. Mais là, oui, clairement, c'est une contrainte de taille. J'ai envie de dire, moi, ce qui va plus me préoccuper derrière, c'est mes collaborateurs, parce que quand on doit travailler encore pire avec les Antilles, voilà, il y a des choses que je trouve acceptables pour moi en tant que dirigeante, mais pas pour des collaborateurs ou des collaboratrices. Bien sûr. Mais c'est un vaste débat et ça fait 1 an ou 2 ans qu'on en parle en interne. Et je vais vous dire que la solution miracle, on ne l'a pas trouvée. Sinon, je vous la donnerai aussi. Mais... Ça ne m'étonne pas. Pardon, si je peux témoigner, juste une piste pour être dans le même cas de figure avec la métropole et le Canada. Le décalage horaire, il pose une contrainte de début et de fin. Après, ça a été dit tout à l'heure, c'est de la discipline. Moi, le premier, je ne sais pas le faire, mais c'est peut-être octroyer des plages horaires de temps libre, entre guillemets, entre ces 2 bornes de temps imposées que sont le début de la journée et la fin de la journée. Ça peut être vrai pour les collaborateurs, d'ailleurs. Autoriser un collaborateur à aller consulter un médecin ou je ne sais pas quoi, faire des démarches de type conciergerie et autres. Et voilà, c'est peut-être retrouver du temps perdu, entre guillemets, sous-entendu coincé entre ces 2 contraintes. Au cours de la journée, alors voilà, en fonction du site sur lequel on est et d'autres contraintes qu'on peut avoir, mais bon, c'est peut-être une première piste, mais il faut s'autodiscipliner pour pouvoir le faire. Merci Yannick, merci Samantha. Je me permets de redonner la parole à Olympe pour avancer parce qu'elle a pas mal de solutions à nous apporter. Merci en tout cas. Marche, merci. Alors, ça répond à la question de, je crois que c'était Judith, si je ne dis pas de bêtises. Organisez vos semaines. Alors, il y a en effet quelque chose qui peut se passer, c'est de cumuler les rendez-vous, et en fait, de ne pas s'octroyer des créneaux de production. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Delphine, c'est à quel moment je travaille, en fait. Parce que sorti des réunions et des je ne sais pas quoi d'autre, en fait, on peut sortir d'une journée et de n'avoir rien produit personnellement. Alors, quand je dis produit, c'est vraiment personnellement, c'est-à-dire soit son ordinateur et rayer une tâche de sa to-do, quoi. Donc pour ça, il y a le time boxing qui permet en fait de définir des créneaux dans son agenda et d'y attribuer une tâche spécifique. Donc c'est complètement lié à la to-do et au point d'après. Donc après, je fais une phrase globale. C'est que pour pouvoir attribuer des créneaux, encore faut-il avoir évalué le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, oui, timer. En effet, une to-do de 10 lignes, c'est une to-do de 10 lignes. Aucune idée si la to-do de 10 lignes, elle prend 3 heures, 10 heures, 25 heures ou 70 heures. Donc, l'objectif, en effet, et ce que j'appelle moi la to-do évoluée, c'est d'avoir des tâches et en face, un temps estimatif pour réaliser la tâche. C'est un exercice qui est difficile quand on l'a jamais fait. Dans la grande majorité des cas, on sous-estime le temps qu'on va passer. Et donc là, j'invite encore toujours à cette remise en cause permanente et à faire des arrêts sur image pour analyser ce qui se passe. Si au bout de la première tâche, imaginons que vous avez prévu 1 heure et en fait, vous voyez que la tâche d'après vient de sauter parce que ça a débordé et puis le lendemain, pareil,
OK, ça veut dire que vous êtes plutôt dans une tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour réaliser une tâche. La première action à faire, c'est d'arrondir à la hausse le temps estimé. Le temps de trouver les moyens peut-être de mettre moins de temps pour les faire, mais avant tout, l'idée, c'est encore une fois de piloter sa journée et de maîtriser son agenda. Donc, en mettant 1h30 au lieu d'1 heure, vous vous assurez en tout cas que ça ne débordera pas. Si vous mettez 1 heure, fantastique, vous avez 30 minutes de bonus pour faire autre chose. Je n'ai pas d'inquiétude, vous saurez utiliser ces 30 minutes de bonus. Mais à l'inverse, si ça déborde, ça permet de ne pas déborder et donc de ne pas vous remettre en tension avec ce sentiment de non-accomplissement et à la fin de la journée, j'ai fait 3 trucs sur les 15 que j'avais prévus. Oui, mais les 15 qui étaient prévus, c'était irréaliste. Et c'était irréaliste et vous ne le savez pas parce qu'on n'a pas timé les tâches. Parce que quand on les time, on voit très bien que ça remplit très, très vite une journée. Alors, c'est le côté un peu dur au début, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'une journée, c'est court et que typiquement, on parlait des sujets un peu complexes ou qui demandent du travail, qui prennent facilement 2 heures. 2 heures dans une journée, c'est énorme, quasiment un quart de la journée. Donc, en effet, le fait de timer permet ensuite, donc d'abord on time, ensuite on va prioriser quelle est la tâche prioritaire et ensuite on va la placer dans son agenda. La placer et la bloquer. Moi, ce que je conseille, j'en parlerai à la fin dans les outils, c'est de faire des espèces de planning type en se disant, voilà, le mardi après-midi et le jeudi après-midi, c'est des créneaux pour moi. Vous ne savez pas encore ce que vous allez y faire, mais c'est des créneaux sur lesquels vous allez finalement traiter vos to-do. Alors, je dis mardi après-midi et jeudi après-midi, c'est plutôt peut-être le matin. On verra selon les cas, les rythmes de chacun. Mais en tout cas, ça permet vraiment de s'auto-bloquer, en fait. C'est un peu un truc de dire, non, ce créneau, je ne le propose pas un rendez-vous, je ne le propose à personne. C'est un créneau pour moi. Et c'est moi qui vais traiter mes tâches prioritaires. Et donc, ça va permettre aussi de faire des choix et donc de refuser certaines choses en disant, non, cette semaine, je ne peux pas. Évidemment, si c'est un truc méga super prioritaire, on va essayer de décaler un créneau, mais dans la majorité des cas, semaine d'après. Et donc, ça permet de structurer les journées. Alors, un petit truc que j'ai trouvé et moi qui m'a beaucoup aidé à un moment donné, où c'était vraiment, il y en avait de partout, je ne voyais plus rien et j'avais vraiment besoin de clarifier ce qu'il y avait dans ma tête. L'astuce, c'est tous les soirs, avant d'éteindre votre ordinateur, vous prenez 15 minutes. Alors, en réalité, à la fin, ça ne prend même pas 10 minutes. Pour clôturer votre journée. Donc, OK, qu'est-ce qui était prévu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Est-ce que ça a débordé? Est-ce que c'était sous contrôle? Voilà, petit bilan. Ce qui n'a pas pu être fait, il faut le replacer quelque part. Donc, on prend le petit créneau et on le met quelque part. Je vous avoue que de faire ça, c'est un peu… on n'a pas envie de faire ça en se disant, mince, si j'ai encore sous-estimé une tâche ou je me suis laissé prendre par autre chose. Et de préparer la journée du lendemain. C'est-à-dire que le soir, avant d'éteindre, c'est de se dire quels sont mes prios du lendemain. 2, 3, ça dépendra peut-être une, selon le temps que vous avez de dispo dans votre boxing. Et de se dire que ce sera potentiellement la première tâche que vous allez traiter, puisque le matin, normalement, on est plus disposé, plus concentré, plus à même de produire. Et du coup, quand vous commencez le matin, vous ne commencez pas avec le papier qui traîne sur le bureau ou la facture qui est restée en plan ou le post-it de la veille que vous avez écrit au téléphone. Vous commencez par la première tâche que vous avez définie la veille au soir. Et du coup, c'est hyper structuré. On fait cette première tâche, c'était sa priorité. Il est 10 heures, on a fait la première tâche. Elle était grosse, elle était chiante, elle a demandé beaucoup d'énergie, mais c'est fait. Et il y a un vrai sentiment de satisfaction de démarrer la journée avec ce genre de grosses tâches ou ce genre de sujet-là un peu lourd, ou ça peut être un cumul de sujets, mais qu'on a fait pour des bonnes raisons. Ce n'est pas le premier sujet qui nous est passé sous la main ou le premier mail qu'on a vu en se connectant, c'est le sujet qu'on avait défini le soir comme étant le sujet à traiter. Après, évidemment, chacun va adapter. Il y en a qui prendront 15 minutes pour lire les mails, mettre dans la to-do s'il y a des tâches. Évidemment, tout ça, c'est des astuces. Chacun va les utiliser comme il veut, mais en tout cas, témoignage personnel, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans une phase où ça partait un peu dans tous les sens. Petite citation. Soit vous pilotez votre journée, soit elle vous pilote. Alors moi, perso, j'aime pas trop subir, donc cette phrase me parle beaucoup et que clairement, je décide de piloter ma journée et pas que ma journée me pilote. Je décide de donner le ton, je décide en fait de où je veux aller et de comment je veux dérouler la semaine et comment la finir. Et je ne laisse pas les journées m'amener là où elles ont envie de m'amener et les semaines m'amener là où elles ont envie de m'amener.
La règle des 2 minutes, c'est une petite entorse à la règle de la to-do où on note tout. Aussi, alors ça, c'était dans la 25e heure. C'est du coup que j'applique maintenant. Si une tâche prend moins de 2 minutes, on la fait tout de suite. Finalement, le fait de l'écrire, le fait de la relire, quand on va vouloir prioriser, va prendre plus de temps que le fait de la faire tout de suite. Donc, c'est pas mal aussi pour éviter les to-do à rallonge avec des micro-tâches. La to-do à rallonge, elle est quand même un peu démotivante et parfois un peu lourde moralement, en se disant, mon Dieu, j'ai tout ça à faire. L'avantage, c'est que ça ne la surcharge pas. Le seul petit point de vigilance, c'est qu'il faut bien estimer. C'est bien 2 minutes. Parce que si c'est 2 minutes qui se transforment en 15 minutes, c'est plus 2 minutes. Donc, encore une fois, là, ça va être le fait de vous habituer à timer qui va vous aider finalement à vraiment bien évaluer ces fameuses tâches qui prennent 2 minutes. Déléguer. Alors, j'imagine que dans les personnes ici, certaines ont des équipes. Pareil, c'est un vrai sujet de management, donc je ne vais pas m'éterniser. Mais ça, c'est des petites phrases qu'on entend parfois. Je veux que ce soit bien fait, alors il vaut mieux que je le fasse. Oui, évidemment. Ça ira plus vite si je le fais moi-même, évidemment. Et c'est une tâche ennuyante, donc je vais montrer l'exemple et le faire moi-même. Bon, c'est presque moins pire, je trouve. Là, c'est un sujet de management, c'est un sujet d'accompagnement des équipes, mais encore une fois, c'est un sujet de temps. Parce que pour que ce soit aussi bien fait par quelqu'un d'autre et pour que ce soit fait aussi vite par quelqu'un d'autre, encore faut-il que ce quelqu'un d'autre ait les moyens. Et donc, il a été formé et donc, on lui a mis à disposition un support, un process, un outil, qu'on l'ait briefé, qu'on ait contrôlé son travail et qu'on l'ait accompagné dans cette délégation. Déléguer, mettre en place une action de délégation prend du temps. Donc, en général, quand on dit « Ah, mais ça ne marche pas, moi j'ai voulu donner un tel, c'était n'importe quoi », je suis désolée, mais en général, quand même, c'est la responsabilité du manager et de la manière dont il a organisé sa délégation et du temps qu'il a pu y consacrer, avec des collaborateurs, évidemment, plus ou moins juniors, plus ou moins seniors. Bref, il faut s'adapter. Mais déléguer, en effet, c'est un vrai sujet. Je ne m'attarde pas, on sait tous à quel point déléguer permet de gagner du temps après en avoir investi, et que quand on n'a pas d'équipe, la délégation, c'est les prestataires, en fait, c'est les externes. Donc, comme je disais, là, laisser les pros faire leur boulot. Et ce que disait Yannick tout à l'heure, c'est vraiment ce ratio, le temps, c'est de l'argent. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire ah ben non, je vais faire moi-même, tu te rends compte, un logo, c'est 1 000 €. Alors, ce n'était pas un logo en l'occurrence. Et au final, la personne, elle a passé, je ne sais pas, peut-être 10 heures. Mais ces 10 heures, elles valaient bien plus que 1 000 € parce qu'en 10 heures, il aurait peut-être trouvé 3 clients qui lui auraient fait 5 000 € de contrat. Donc, c'est un faux calcul de se dire la facture est de 1 000 €, je vais galérer sur Photoshop, sur Canva, sur tous ces trucs, alors qu'en fait, ce temps-là, c'est de l'argent et potentiellement, j'ai plus intérêt à l'investir dans autre chose et à laisser quelqu'un d'efficace le faire parce que ça lui reviendra moins cher finalement de payer 1 000 € que de les investir. Avec en plus généralement un résultat qui est approximatif parce que quand on n'est pas un pro du graphisme, on n'est pas un pro du graphisme. Alors parfois ça passe, parfois c'est un petit peu plus limite. Les tâches complexes. Alors ça, pareil, c'est pas de la gestion du temps pure, mais c'est une des principales raisons moi que j'observe dans les débordements, dans les je comprends pas, j'avais fait des créneaux, j'avais fait tout comme tu m'as dit, et en fait ça déborde de partout. Ça c'est souvent, ça peut être un sujet des tâches complexes. Une tâche complexe, c'est quoi? C'est une grosse thématique. Je vous donne un exemple. Organiser la fête des mères. Vous êtes dans le commerce, vous vendez des produits pour les femmes. Vous savez que la fête des mères est un temps fort commercial. Et donc, dans votre to-do, potentiellement, il va y avoir écrit « Organiser la fête des mères ». Une phrase. Impossible à timer. Parce que organiser la fête des mères, ça passe par 2, 3, 4, 10 étapes. Et justement, le but avec ces tâches complexes, c'est de les décomposer. Alors, pas forcément dans votre to-do, ça c'est vous qui voyez, ça peut être à part, mais du coup, en détaillant toutes les tâches qui rentrent dans préparer la fête des mères, vous allez là pouvoir timer chacune des tâches. Créer une PLV, envoyer un mail au client, planifier les livraisons, on sait le timer. Alors que préparer la fête des mères, et donc, en général, on sous-estime. On se dit, je vais prendre 2 après-midi et ça passe. Sauf qu'en fait, ce n'est pas 2 après-midi, c'est peut-être 4 ou 6. Mais encore faut-il l'avoir détaillé, ce qui en plus vous avance sur la suite par rapport au pilotage de votre projet et d'avoir timé l'ensemble des tâches.
Donc, c'est vrai que les tâches complexes, moi, je le vois souvent dans des origines de débordement de temps. C'est qu'on sous-estime ces tâches, on ne les a pas pensées jusqu'au bout, on ne les a pas détaillées, on ne les a pas timées. Et en fait, bien sûr, elles sont bien plus lourdes que prévu. Et autre petit point, traiter les causes et pas les conséquences. Alors ça, c'est quelque chose que je vois aussi très souvent parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on court, parce qu'on prend les sujets comme ils tombent et qu'en fait, on traite des problèmes. On traite la conséquence des problèmes et que de trouver le temps pour s'arrêter et de se dire, OK, ce problème, ça fait 5, 6, 12 fois qu'il arrive. Pourquoi il arrive? Quelle est l'origine de ce problème? Qu'est-ce qui se passe qui fait que ce problème arrive? Ça peut être des petits problèmes, ça peut être des gros problèmes, et ça peut être des gros problèmes qui remettent en cause complètement parfois votre manière de faire sur des sujets très structurants de votre activité. Là-dessus, c'est assez difficile de s'auto-diagnostiquer. Encore une fois, un regard extérieur aide énormément à voir très vite les endroits où il y a des sujets récurrents et à comment ça s'explique et à qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en plan d'action pour le traiter. Mais ça, c'est un vrai point parce que sinon, vous passez 10 minutes quand c'est un petit problème ou 3 heures, alors que de passer une fois 3 heures sur le sujet vous permet d'en gagner, alors là, pour le coup, parfois, beaucoup. Mais il faut s'arrêter. Et se dire, OK, ça fait 4 fois, ça fait 3 fois, ça fait 10 fois. Pourquoi? Et on remonte. Et surtout, on remonte au plus haut possible. Pas la cause numéro 1, ni la numéro 2, mais la 3, la 4. On remonte le plus possible parce qu'en général, après, c'est un effet boule de neige. Si vous traitez que la cause numéro 1, vous risquez malheureusement de ne pas couvrir tous les cas de figure. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Ne laissez pas le présent vous faire négliger le futur. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand on se laisse porter. Quand on n'est pas quand on n'a pas notre temps sous contrôle, nos journées et nos semaines, c'est qu'en fait, ça passe vite, ça, il n'y a pas de problème. On est hyper actif, il n'y a pas de problème. Les semaines sont remplies. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sur les bons sujets et que du coup, le présent, la manière dont on gère le présent, nous fait finalement négliger le futur. Or, la gestion d'une entreprise, ce n'est pas sur une semaine, 2 mois ou 6 mois, c'est sur des années et c'est tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Donc, voilà, dans les phrases que je trouve un peu fortes, c'est aussi de se dire ça. C'est qu'en fait, les sujets d'aujourd'hui, c'est vos résultats de demain. C'est vraiment, même si je connais toute la frustration de ne pas trouver le temps pour se poser, pour étudier tout ça, hein, je l'ai vécu, pas de problème. Hein, mais ça reste quand même le point un peu central. Et les 2 autres sujets, donc là, je vais passer très vite, c'est se concentrer. Alors, se concentrer, je passe très vite parce qu'il n'y a pas de révolution sur ce que je vais vous dire. C'est vraiment de garder la concentration et donc de trouver tout ce qui nous parasite, les notifications, les pop-up de mails. Moi, il y a un moment, alors exemple, hein, donc j'avais évidemment mis mon téléphone en silencieux pour des tâches longues du matin de 2 heures, sauf que j'avais l'écran visible. Donc, je voyais l'écran qui s'allumait. Et donc, forcément, je me détournais vers l'écran. Forcément, je voyais le nom ou le mail et donc j'avais envie de le lire. Donc, je le lisais et forcément, j'avais envie de répondre ou de le traiter. Et donc, étape numéro 2, je me suis dit, en plus de le mettre en silencieux, je vais le retourner ou le mettre ailleurs. Ah ben, j'ai jamais été aussi efficace. Hein. C'est-à-dire qu'en 2 heures, je devais travailler sur une presse hyper efficace. Et là, je me suis dit, c'était donc juste ça, juste ce genre de petites choses. Pareil pour les pop-up sur Outlook ou, je ne sais pas, sur Gmail comment c'est. Mais moi, je le vois quand je travaille avec mes clients, avec les pop-up qui s'ouvrent et je vois le regard qui se détourne et du coup, j'ai envie de cliquer et du coup, attends une seconde, je vais regarder et ça coupe et du coup, la concentration est hyper impactée. Et ce que j'ai passé un peu vite ici, c'est que le cerveau, quand vous vous remettez sur une tâche, il ne retrouve pas 100% de son attention instantanément. Donc, en fait, chaque distraction, c'est une perte de temps. Et ça, honnêtement, c'est le plus facile à mettre en place. Et là, on est sur la discipline. Type. C'est-à-dire que tous ceux demain qui coupent leur pop-up Outlook, qui retournent leur téléphone, qui enlèvent les notifs, qui mettent Facebook en écran numéro 2 ou 3 d'iPhone ou de téléphone, là, on est dans de la discipline. Des petites actions. Là, ça ne va pas forcément vous faire gagner des tonnes d'heures, mais ça va vous faire gagner en concentration. Et Dieu sait que c'est hyper agréable. Vraiment, ça fait du bien. Il y a une sensation de fatigue en moins. Et octroyez-vous des pauses. Après tout, on a le droit d'avoir envie à un moment donné d'aller sur Facebook ou ailleurs. Dans ce cas, on se prend 10 minutes de pause, vraiment. Et on y va. Alors, je vois que dans les conversations, ça s'affiche. Je ne sais pas si… Ah oui, pardon, je ne les voyais pas. Du coup, désolée. Ah bah, voilà. Le pro, le perso, tout à fait. C'est aussi une astuce.
Moi, perso, j'aime pas avoir 2 téléphones, mais si ça convient, c'est formidable. Accélérer, c'est le dernier point. Alors, accélérer, c'est quand c'est le niveau 3 hein, pour moi. Ça ne sert à rien d'accélérer si les outils de base ne sont pas là, si on prend les sujets comme ils viennent. Franchement, ça va être tellement petit, les impacts, que ça va vous démoraliser. Les bons outils. Bonnes conditions de travail, bonnes conditions matérielles, égale bon ordinateur. Les ordis qui rament, les ordis qui plantent, les ordis où le sablier s'affiche toutes les 3 secondes. Franchement, vous êtes dur avec vous-même, quoi. Là, l'ordinateur, c'est l'outil de travail, le téléphone, c'est pareil. Du bon matériel, c'est important. Se former sur les outils du quotidien. Bon, alors là, j'ai une petite pensée pour Tiffany que je ne vois pas dans mon affichage de visuel, mais Excel. Je ne vois pas des chefs d'entreprise, managers, j'en vois plein, des chefs d'entreprise, des managers qui travaillent sans Excel ou avec Excel comme ils peuvent, c'est-à-dire avec ce qu'ils arrivent à bidouiller. Et à chaque fois, alors, je suis pro Excel, j'adore Excel, je trouve cet outil formidable avec une version extrêmement simple de l'utilisation et je me dis, mais comment on peut laisser faire ça? D'ailleurs, je dois mettre en place une formation sur Excel en me disant, c'est pas possible. C'est pas grand-chose et pour l'avoir fait, en même pas 2 demi-journées, on arrive déjà à utiliser pas mal de choses très basiques, mais qui changent vraiment la donne. Donc, les outils hyper importants. Les autres outils, évidemment, et puis se former sur des nouvelles compétences, comme je disais tout à l'heure. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas du tout à faire, qu'on est censé savoir faire, il faut les apprendre. Les méthodes, je passe rapidement parce que j'en parle après. Donc là, c'est tout ce qui va être procédure, checklist, mail type, tout ce qui fait qu'on gagne du temps à mettre en place des choses parce que le mail type, on le copie-colle, ça ne sert à rien de le réécrire à chaque fois. Bonjour Madame Machin, vous trouverez 6 juin, copier-coller, on change le nom, on n'en parle plus. Ça prend moins de temps, c'est plus rapide, plus efficace. Et les procédures, j'en parle après. Et bien sûr, des remises en cause permanentes. C'est-à-dire qu'il faut en permanence se dire, OK, je suis en train de faire une tâche répétitive, je suis en train de faire une tâche longue, est-ce que je peux changer un truc? Est-ce que Excel peut m'aider à aller plus vite? Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller pour faire différemment? Est-ce que mon tableau est bien conçu? Il y a plein de questions à se poser. Encore une fois, c'est très dur de se les poser soi-même, mais ça fait partie de tout le cheminement. De décortiquer ce qu'on fait et de trouver partout, en fait, les gains de temps possibles. Donc, voilà, se poser des questions hyper importantes. Avant d'attaquer sur les outils, j'en ai que 4, donc c'est rapide, quelle heure il est? J'ai encore 5 minutes ou pas, là, du coup, Delphine? Ouais, OK. Du coup, j'enchaîne. OK, j'enchaîne et ensuite, je répondrai aux questions ou on échangera sur ce que vous voulez aborder. Donc là, on est vraiment sur les outils pilotage. Comme je le disais, pour moi, le pilotage, par dommages collatéraux, a un impact énorme sur la gestion du temps, sur la gestion de ce qu'on a dans la tête et de sa sérénité. 4 outils, le calendrier annuel d'activité. Alors ça, c'est mon propre nom. Je ne sais pas s'il porte un nom, en fait, mais c'est comme ça que je l'appelle maintenant. La déclinaison des temps forts en plan d'action, que je vais vous expliquer, le planning type et la rédaction de procédures. Le calendrier d'activité, ça, c'est un truc que j'ai vu avec beaucoup de clients que j'ai commencé à accompagner, c'est d'avoir cette vision sur l'année de ce qui va se passer. Donc, quand on est en année 1, c'est un petit peu plus compliqué et encore que selon le produit qu'on vend, on sait à peu près quand sont les temps forts, on sait quand est-ce qu'on part en vacances, on sait quand est-ce qu'on va faire peut-être des opérations de com, on sait quand est-ce qu'on va recruter parce que c'est souvent lié à des phases type dans la vie de l'entreprise. Et en fait, de poser ça, je l'ai observé, rien que de poser ce calendrier, ça cadre. Donc, il y a des phases où on sait qu'on va rentrer dans des périodes rouges. Et donc, dans les périodes rouges, on se focus sur l'activité. Il n'y a pas tous les petits trucs à côté, les conférences, les machins, les formations. Il n'y a pas tout ça. C'est business. Parce que c'est un temps fort commercial et parce que c'est, du coup, toute l'énergie et le temps va sur le commerce. Et donc, ça permet aussi de faire des choix très faciles, très rapidement, en se disant, OK, non, cette période-là, c'est une période rouge, on ne touche pas. Les à côté, je les mettrai plus tard. Ça permet d'anticiper les temps forts et du coup, ça permet de bien mieux réussir les temps forts, clairement, parce que du coup, comme on sait qu'ils arrivent, parce que le truc, il est affiché à côté de son bureau et qu'on le voit tous les matins, et ben, la fête des mères du mois de mai, on n'y pense pas en avril, on y pense en janvier. Et comme on y pense en janvier, on a le temps, en fait, de dérouler son plan d'action et du coup, le plan d'action, il est bien plus efficace, bien plus complet et les résultats sont bien meilleurs. Donc ça, c'est le planning, le calendrier annuel. Ensuite, c'est ce que je disais, c'est la déclinaison des temps forts en plan d'action. Si on met juste fête des mères dans le calendrier, OK, c'est bien. Mais ça implique quoi?
Ça implique de s'y prendre 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 6 mois à l'avance. C'est un vrai sujet. Et si c'est 6 mois à l'avance, vaut mieux le savoir en début d'année. Parce que si on s'en rend compte la veille… Olympe, excuse-moi, je te coupe. Je suis désolée. Alors, Clavel, c'est peut-être pas votre nom, mais est-ce que vous pourriez couper votre micro? Je suis désolée parce que du coup, merci beaucoup. Désolée. Merci. Non, je vous en prie. Merci. Donc voilà, déclinaison des temps forts, c'est vraiment pour le timing, l'anticipation. Donc encore une fois, la sérénité, le pilotage, l'atteinte des résultats, l'atteinte des objectifs. Et ça, vraiment, c'est du constat que je fais à chaque fois que je travaille ce genre de choses avec des clients. Le planning type, alors ça, c'est en général, je le travaille avec des profils plutôt auto-entrepreneurs ou gérants qui travaillent seuls et qui ont besoin en fait de savoir typiquement dans la semaine, je suis censée faire quoi. Est-ce que je dois passer 2 heures sur la compta ou 4 heures? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dans ma semaine que je suis censée faire? Par exemple, des personnes qui vont être producteurs de produits, à un moment donné, il y a des sujets de développement de nouveaux produits, il y a des sujets de production, il y a des sujets de marketing. Et tout ça, quand on le pose dans un planning type, on se rend compte à quel point c'est très vite complet. Et donc, ça permet de se dire, non, en fait, là, je mets trop de temps sur tel pôle, il faut que j'en mette plus là-dessus. Et donc, ça donne une idée du temps à passer par sujet en fonction de son activité, en fonction de ses priorités. Et du coup, d'investir son temps sur les bons sujets. Et le 4e, j'en ai parlé rapidement, c'est la rédaction de procédures, de mail type. Donc ça, vraiment, c'est libérer l'espace mental. Libérer l'espace mental. Éviter les erreurs, parce que quand on oublie, souvent on entend « mais comment j'ai pu oublier, j'ai fait ça 105 fois ». Ah oui, mais un petit process ou une petite checklist aurait juste permis de relire rapidement et de se dire « ah là là, cette fois, je n'oublie pas, il faut que je fasse cette étape parce que ça fait partie du process ». Et ça prépare à la délégation. En général, quand on prépare une délégation, on écrit des choses, on formalise des choses, on standardise des choses. Et là, c'est typiquement le rôle des process, des mails types, des checklists, voilà, tous ces outils qui viennent, excusez-moi l'expression, mais permettent de poser le cerveau sur la table. Enfin, pas quand on le fait, on est bien quand on le fait, mais une fois que c'est fait et qu'on l'utilise, on se concentre juste sur la réalisation et finalement, ça demande assez peu d'énergie. Donc voilà pour les 4 outils qui sont vraiment des outils de pilotage. Encore une fois, selon la taille de votre structure, selon le type d'activité, c'est plus ou moins adapté. Donc après, chacun pioche évidemment ce qui lui parle et ce qui lui correspond. Et voilà, donc pour conclure, si je dois conclure 3 éléments pour réussir l'autodiscipline, toutes ces petites astuces du quotidien que j'appelle vraiment des astuces parce que franchement, ça ne demande pas énormément de temps et d'énergie de les mettre en place, mais vraiment essentiellement de la discipline, et plus les outils de pilotage où là, en effet, il faut prendre le temps de les créer, enfin déjà de définir vos besoins, de les créer, de les utiliser et de les faire vivre. Les 2 petits bouquins que vous aurez donc dans la présentation, qui sont très, très différents. Alors, pas du tout le même style, mais les 2 sont très intéressants pour des raisons différentes. Et du coup, ce que j'aurais aimé pour conclure et pour faire participer, et puis parce qu'on fait souvent ça en formation, ce serait vos 2 résolutions ou votre résolution. Suite à ça, quels seraient le ou les 2 sujets sur lesquels vous dites, bon allez, ok, j'arrête mes conneries, excusez-moi, mais allez, je commence par ça et dans une semaine, je fais ça, j'en sais rien. Donc voilà, là, je vous laisse vraiment la parole sur vos résolutions. Merci beaucoup, Olympe. C'était vraiment super, très pratico-pratique et très sympa ta proposition pour clôturer l'atelier. Je vois que Francisca veut rebondir. Donc, voilà, levez la main. Comme ça me permet de vous, voilà, de faire parler ceux qui ont envie et puis de partir sur vos résolutions ou vos commentaires. Merci à toi, Olympe, et Francisca, je te laisse la parole. Merci Delphine. Ça peut faire résolution peut-être aussi, mais c'était un commentaire sur la proposition d'Olympe tout à l'heure de contrôler aujourd'hui pour effectivement anticiper le futur. Et moi, j'ai trouvé très intéressant le moment où j'ai eu une vraie discussion entre la différence de contrôler ou maîtriser. Et pour moi, le temps, j'ai essayé pendant longtemps de la contrôler et c'est comme une cheval fugueux qu'on ne tombe pas parce qu'il me glisse entre les doigts. Et quand j'ai passé sur le registre de la maîtrise, c'était plus une technicité de discipline, de pompe rigoureuse sur être avare de mon temps
pour justement pouvoir tout mettre là où ça avait son poids et son intérêt. Donc, je le prends pour les résolutions en même temps, mais je trouvais qu'il y avait une vraie différence entre contrôle et maîtrise. Donc, j'avais aussi envie d'entendre Delphine sur maîtrise et contrôle. Merci. Merci Francisca de ton retour. Olympe, si tu veux rebondir là-dessus, mais c'est très intéressant effectivement sur cette partie de lâcher prise en fait aussi à un moment et tout en planifiant. Mais merci Francisca. Olympe, je te laisse si tu veux. Je regarde de mon côté si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, il y a deux choses. Alors en effet, contrôler, c'est pas le terme. On est bien d'accord. Le maîtriser et comme on disait, le piloter, c'est-à-dire en fait piloter son temps, piloter sa journée et sa semaine et pas se subir. Je pense que c'est vraiment ça le point et je suis complètement d'accord. Et tu parlais d'être avare de son temps. J'ai lu une fois dans un bouquin qui disait en fait ceux qui réussissent le mieux en tant que chef d'entreprise, ce sont les paresseux. Alors que ceux qui aiment travailler, en fait, c'est ceux qui vont avoir le plus de travail personnel à faire. Et je rejoins complètement en fait cette phrase. Parce que quand on aime travailler, finalement, on se remet sur son ordi. Alors oui, on souffle, on se plaint et on est fatigué, mais en fait, on aime ça. Alors que quand on bascule du côté paresseux positif du terme, et justement, on va vraiment avoir cette démarche de dire non, mais moi, je fais que les sujets sur lesquels il y a un impact, les sujets que j'ai choisis pour des bonnes raisons, et le reste ne m'encombre pas. C'est une vraie qualité que je n'ai pas, que j'apprends à avoir aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est une grande, grande qualité. Est-ce que quelqu'un veut... Voilà, sur les Alors, je suis en train de regarder. Ou bien je remets les citations si certains veulent les demander ou se dire voilà. Citations. Est-ce qu'il y en a une qui vous fait tilt particulièrement où vous vous dites bon ok, c'est celle-là que je vais avoir en tête et que je vais écrire au-dessus de mon bureau et que je vais relire tous les matins Écoute, moi, je vais rebondir parce que ta présentation m'a beaucoup plu. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres. Je regarde en même temps parce que comme je suis. Moi, je dirais bien, si, Florence, super. Je dirais Florence. un petit mot sur. Vas-y, Florence, je t'en prie. Merci. Ne laissez pas le présent vous faire négliger le futur. Parce qu'en fait, la to-do list, elle nous ancre dans le présent. D'accord ? C'est ce que je dois faire aujourd'hui, demain et après-demain, si vraiment je fais des sacrés to-do list. Mais en fait, le nœud, il est au-delà de ça. C'est effectivement le présent qui fait qu'on va être beaucoup plus serein et beaucoup plus efficace à l'avenir si le présent est bien géré. Et je pense que moi, je fais des to-do list. J'en fais même qui sont partagées avec mes collaborateurs. On a des tâches qu'on partage sur nos iPhones. Hein, donc, chacun voit ce qui est coché par l'un ou par l'autre. Mais je trouve que relier la to-do list du présent à l'avenir est vraiment une notion importante et je ne suis pas sûre qu'elle soit bien intégrée, par moi en tout cas. Mais c'est vraiment important, je trouve ça. C'est très bien de l'avoir redit. Merci Florence, merci. Il y a Marie qui veut rebondir et puis après Catherine. Donc Marie, je vous laisse la parole. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Alors, je suis à 100% d'accord avec Florence et en fait, je le vois surtout dans mon métier. Je suis médiatrice d'entreprise et je m'aperçois que beaucoup, c'est vrai que quand on a des conflits en entreprise, on n'a pas forcément envie de les régler de suite et on pense que ça va passer et on laisse un peu ça de côté. Mais en fait, le chef d'entreprise ou le dirigeant, il ne prend pas peut-être forcément le temps dans son emploi du temps pour régler une problématique qu'il a entre deux individus, etc. Et s'il ne prend pas ce temps-là, ce conflit ne partira pas. Et il va le retrouver dans X semaines, dans X mois, dans X années. Et pendant tout ce temps-là, la productivité de son entreprise, elle aura beaucoup chuté parce que ces gens-là ne sont pas productifs quand il y a un problème dans l'entreprise. Et ne pas prendre le temps de s'investir dans quelque chose aura forcément des conséquences sur l'avenir. Et souvent, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise me disent « mais je n'ai pas voulu le voir, je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas voulu parce que ce n'est pas quelque chose de facile à régler, un conflit. » Ou alors, ils ont voulu le faire eux-mêmes et ça n'a pas marché parce qu'il y a une technique quand on est médiateur de gestion des conflits. Mais effectivement, je suis à 1000% d'accord avec Florence en disant que si on ne règle pas quelque chose de suite, ça va se répercuter dans l'avenir et pendant tout ce temps-là, la productivité de l'entreprise, elle en prend un coup. Voilà. Merci Marie, merci beaucoup pour votre partage. Il y a Catherine et puis Audeline qui veut également rebondir. Catherine ?
Oui, je voulais juste parler un petit peu sur autre chose. C'est que pour moi, je dirais la difficulté, c'est de savoir quand s'arrêter. C'est plus une question de gérer l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, je pense que mon temps professionnel, j'arrive à le gérer. C'est vrai, enlever les notifications, des choses comme ça aide beaucoup. Mais après, l'équilibre, savoir quand s'arrêter, le temps de travail personnel, le temps de travail professionnel et puis le temps pour soi, je trouve que c'est autre chose aussi qui est toute une difficulté. Merci, Catherine. C'est vrai, très bonne remarque. C'est toujours cette frontière. Je passe la parole à Audeline. Olympe, si tu veux rebondir, mais comme je n'ai pas toutes les mosaïques. Oui, t'inquiète pas. OK. Audeline, on vous laisse la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Olympe. Moi, c'était juste par rapport aux résolutions. Moi, c'est souvent le recadrage, mais je pense que c'est le problème de beaucoup de monde. C'est les notifications, comme tu disais, Olympe, voilà, les Facebook, les mails, le ding qu'on entend tout le temps. Donc, au niveau des résolutions, pour moi, ce sera le recadrage régulier. Et sinon, après, c'était un témoignage parce que du coup, je suis suivie par Olympe sur le pilotage de mon entreprise. Et du coup, non, je la conseille vivement parce qu'elle permet ça permet de prendre beaucoup de recul, de se poser les bonnes questions, de se recentrer et voilà. En fait, j'ai réussi, grâce à Olympe, je dirais que j'ai réussi à prendre du recul, à arriver à déléguer et du coup à réussir à prendre des pauses peut-être plus régulières et d'avoir un rythme plus régulier et de lâcher prise en fait, simplement. Donc, je la conseille, je conseille tout. Merci. Merci Audeline. Yannick, je viens de voir que Yannick voulait reprendre la parole. Oui, merci. Rapidement, non, c'est juste pour partager une phrase qui est de la vraie vie, qui est du vécu. J'ai échangé avec un chef d'entreprise il y a quelques années à Paris et qui gère un groupe de plus de 3000 consultants, je crois, de mémoire. Et je l'ai interrogé, je lui dis, voilà, moi, je dirige un groupe de 60 personnes et ça déborde sur ma vie perso. Comment tu fais avec 3000 collaborateurs? Et il me dit, en fait, moi, mon projet de vie, c'est d'en avoir une vie perso. Et du coup, je me mets des limites. Effectivement, ça a été dit, des plages horaires réservées, des heures de fin qui sont non négociables. Et puis après, c'est déléguer et bien s'entourer, en fait. Et donc, c'est faire l'effort de confier à d'autres des tâches qu'on a l'impression d'être les seuls à pouvoir faire parfaitement et d'accepter qu'elles puissent être faites différemment et voilà, et dégager du temps, du coup, en conséquence, quoi. Ouais, c'est une chose qui m'avait marqué, ouais. Je rebondirai parce qu'en effet, l'idée, c'est d'abord de définir le cadre et la taille de la valise. En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que je mets sur mon temps perso, qu'est-ce que je mets sur mon temps pro. Et à partir du moment où la taille de la valise est définie, qu'est-ce que je peux faire rentrer dedans? Et en effet, il vaut mieux partir de ça. Et là, ça, c'est le travail de chacun. Et personne ne peut répondre pour personne d'autre sur combien d'heures il faut travailler, à quelle heure il faut commencer et à quelle heure il faut finir. Et une fois que le cadre est posé par la personne, en effet, c'est qu'est-ce qu'on met dedans et comment on le gère. Mais ça part de là, je suis complètement d'accord. Merci de vos témoignages. Moi, par exemple, je peux peut-être vous faire partager quelque chose. Pareil, pendant des années, j'ai travaillé comme une folle, nuit et jour, les week-ends, les soirs, etc. Et puis, il y a 3 ans, je me suis dit, je bloque le jeudi. Alors, il y a des gens qui me disent pourquoi le jeudi, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, le jeudi, c'est une journée vraiment pour moi perso. Et ça ne m'a pas empêché de lancer une deuxième activité à bloc, de gérer des formations que je fais pour moi perso. Et ça a été très dur parce que je pense qu'il y a une notion de culpabilité aussi, Olympe, peut-être tu pourras rebondir là-dessus. C'est qu'à un moment, je me suis dit, mais comment ça, tu vas prendre ton jeudi, tu as tes salariés, etc. Et ce que j'ai trouvé merveilleux dans mon entreprise, c'est que mes salariés, ils ont été très contents que je prenne mon jeudi. C'était un vrai souhait. On l'a co-construit ensemble. Ça leur a permis, eux, de grandir.
d'être sur un management beaucoup plus voilà, participatif et responsabilisant. Et à aucun moment, ils m'ont culpabilisé de ça parce qu'on l'a fait ensemble. Et ça, c'était indispensable pour moi. Voilà, voilà, c'était vraiment indispensable pour moi de pouvoir faire ça et d'avoir l'aval de mes salariés. Alors, Samantha dit ils étaient tranquilles, Delphine, sûrement qu'il y avait une notion de tranquillité, de pouvoir travailler sans que je sois là, mais une relation de confiance aussi. Donc, j'ai bien aimé, Olympe, aussi tout ce que tu as dit autour du management, parce que ton sujet, en fait, il est très, très vaste. On peut se dire, bon, tiens, la gestion du temps, mais en fait, il vient toucher à tellement de choses, à tout. Et en tout cas, merci vraiment de tout ce que tu nous as partagé, de tout ce que tu nous as partagé ce soir. J'aimerais partager ma position aussi. Bon, moi, oui, Delphine. Oui, notre Delphine. J'ai une cinquantaine d'années. Je pense que moi, je suis issue de la génération où les femmes géraient aussi leur famille. Moi, j'ai appris à travailler très, très vite. Je n'ai pas ce problème-là. Je travaille très, très vite. J'ai appris à mettre plein d'outils dans ma vie professionnelle qui me permettaient justement de travailler vite. Et là, par contre, ce qui me manque, moi, la phrase qui me parle, c'est soit vous pilotez votre journée, soit elle vous pilote. En fait, moi, j'avance un peu à vue. Et je rentre dans ma journée et je vais un peu dans tous les sens et je fais plein de choses très, très vite. Et finalement, effectivement, le problème de cette manière de faire, c'est que je repousse les gros projets, quoi. Les grosses tâches, je les mets de côté en disant j'y reviendrai plus tard, j'y reviendrai plus tard. Effectivement, je les stocke dans des mails tout en bas, là, qui sont tout en bas, qui ont plusieurs mois et que je ne traite jamais. Donc, je pense que je vais mettre en place cette liste de to-do pour arriver à gérer tout dans des délais acceptables, quoi, on va dire. Alors après, j'ai eu un ancien manager qui me disait si au bout de, alors je ne sais plus ce que c'était, au bout de 2 semaines ou 3 semaines, si tu n'as pas de relance sur un sujet, considère que le sujet n'est plus d'actualité. Et moi, à l'époque, il fallait que je traite tout parce que j'étais en mode bonne élève. Si je recevais un mail avec une demande, je le traitais. Et j'ai fait le test. Et en effet, je me revois répondre 2 semaines plus tard et la personne me dit « Ah, j'aurais dû te dire, j'avais plus besoin. » Et là, je me suis dit « Ok. » Donc, en effet, il y a un vrai sujet. Alors, des fois, c'est des tâches perso qu'on repousse parce qu'on n'a pas le courage de se mettre dedans. Mais c'est vrai que sur les mails, il y a cette petite subtilité de la relance et du temps avant lequel on répond et après qui fait dire qu'en fait, ce n'est plus vraiment un sujet pour la personne qui est en face. Et finalement, de demander confirmation, est-ce que tu as toujours besoin ou machin, voilà, ça permet d'éviter de perdre du temps pour le coup. Mais complètement, sur les résolutions, je serais ravie d'avoir des nouvelles de toutes ces résolutions. Merci Delphine pour votre intervention et témoignage. Je crois, Olympe, que nous n'avons plus de souhait d'intervention. Je crois que certaines personnes déjà nous quittent. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup, Olympe, pour cette belle conférence. Merci à vous pour toutes vos interactions et je trouve ça chouette de plus en plus qu'on avance dans cette commission, vos partages, vos témoignages. Donc, merci à vous. Merci à Audrey de suivre avec moi cette formation. Et je me permets en fait Delphine, est-ce qu'on pourrait prendre à ceux qui veulent ouvrir la caméra et prendre une petite photo pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Ouais, avec plaisir. Donc, si ça ne vous dérange pas pour effectivement alimenter un peu Audeline nous fait comme ça, la community. Merci. Ah, Michel, je n'avais pas vu que tu étais là. Merci de ta fidélité. Oui, non, mais j'en profite lâchement pour une petite remarque. On a évoqué, mais ce n'était pas le sujet, les réunions. Moi, je ne fais jamais une réunion sans ordre du jour et surtout un temps qui est imparti pour la réunion. Et comment dirais-je, éventuellement, le pire, entre guillemets, que j'ai fait, c'est faire une réunion debout.
Je trouve que ça a une efficacité assez remarquable. Ensuite, deuxième sujet, c'est la délégation. Je trouve que ce qu'on délègue le mieux, c'est ce qu'on sait le mieux faire. Et on n'a pas forcément envie de le déléguer parce qu'on aime bien le faire. Or, à partir du moment où on sait très bien faire ce qu'on délègue, ça veut dire qu'on pourra très rapidement voir si tout ce qu'on avait envie qu'il soit fait, qui devait être fait est réellement fait. Voilà, c'est quelques petites remarques. Mais, merci Michel, très intéressant, c'est vrai. La planification est essentielle. On ne peut pas faire autrement que de planifier son année. Voilà, merci. Merci Michel de ton retour. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci Olympe, vraiment. Avec plaisir. Et puis, on vous donne rendez-vous prochainement. On vous tient au courant avec Audrey des prochaines commissions. Surtout, n'hésitez pas, on commence à bien se connaître. On est un petit groupe de fidèles. Donc, si vous avez envie de m'écrire pour me faire part de vos souhaits, de certains sujets que vous aimeriez voir dans la commission bien-être et performance du dirigeant, n'hésitez pas. Je suis en train de construire la feuille de route sur le second semestre. Donc, avec grand plaisir pour échanger avec vous. Et encore merci de vos partages et de votre temps avec nous. Et merci beaucoup, Olympe. Merci beaucoup de ton temps. Merci. Bonne soirée merci à vous. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Au Au revoir, revoir. Florence. Au revoir, Samantha. Merci, au revoir, Yannick. Au revoir, tout le monde. Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci.